Bonjour à tous, je suis docteur Alexis Méchulan de l'hôpital privé Clerval à Marseille et je tiens à remercier le comité scientifique ainsi que Microport CRM pour l'organisation de ce symposium. Donc j'ai deux conflits d'intérêts par rapport à cette présentation. D'une part, j'ai obtenu une bourse de recherche de Microport et aussi bien sûr des speaker fees pour cette présentation. Alors, comme vous le savez, l'apnée du sommeil et la fibrillation atriale sont intriquées. Et on sait depuis longtemps que chez les patients qui font de la fibrillation atriale ou du flotteur, on a jusqu'à 50% des patients qui ont aussi de l'apnée du sommeil. Et lorsque on compare deux populations à peu près identiques, on voit que chez les patients qui ont de l'apnée du sommeil et de la fibrillation atriale, on peut avoir jusqu'à 62% des patients par rapport à 38% des patients qui n'ont pas de fibrillation atriale. Donc, on voit que chez les patients qui font de la fibrillation atriale, l'apnée du sommeil est plus fréquente que la population témoin. Alors, ici, on a l'exemple d'un pacemaker, car on le verra un peu plus tard, les pacemakers sont capables de diagnostiquer, dans certains cas, l'apnée du sommeil. On a ici un enregistrement où en haut, on a les épisodes d'apnée et d'apnée sévère. Et en dessous, on a la charge quotidienne en fibrillation atriale. On voit par exemple que le patient fait des accès de fibrillation et puis ça s'arrête, il revient en rythme sinusal. Ce qu'on voit dans cet exemple, c'est que plus l'apnée va devenir sévère, plus la charge en FA va augmenter jusqu'à ce que la fibrillation atriale s'installe et devient persistante. Et en fait, dans cette étude, ils ont montré que plus l'apnée était sévère, plus le risque d'augmenter la charge en FA était important. Donc, comment tout ça est lié? Alors, en fait, lorsqu'on a de l'apnée du sommeil, il va y avoir plusieurs phénomènes. Tout d'abord, il va y avoir les micro-éveils, l'hypoxie, l'hypercapnie, l'augmentation des pressions thoraciques, et tout ça, ça va affecter le système autonome, et ça va avoir des impacts directs électrophysiologiques. Ça va diminuer les périodes réfractaires, donc favoriser la fibrillation atriale, augmenter la repolarisation ventriculaire, augmenter les activités déclenchées, c'est-à-dire par exemple les tachycardies atriales qui sont focales, parfois ces activités déclenchées, et bien sûr, ça va favoriser les activités réentrantes. Ça, c'est les mécanismes immédiats liés à l'apnée du sommeil. Puis on va avoir des mécanismes retardés qui sont médiés par l'inflammation, aussi l'inflammation même de la graisse péricardique via différentes molécules, la CRP, l'interleukine 6, le TNF-alpha, et ça va entraîner sur des effets plus lointains l'euromodelage atrial et ventriculaire au niveau électrique et structurel. Et donc tout ça, ça favorise bien sûr la fibrillation atriale. Alors que nous disent les recommandations? Les recommandations nous disent que lorsqu'on doit prendre en charge un patient qui a de la fibrillation atriale, il faut prendre en charge ses comorbidités, l'hypertension, l'obésité, la cigarette, bien sûr, mais l'apnée du sommeil est aussi évoquée. Et on voit qu'il y a des recommandations de classe 2B et 2A concernant la prise en charge de l'apnée du sommeil. Ils disent en classe 2B qu'il faut considérer la prise en charge, que le management optimal de l'apnée du sommeil va réduire l'incidence de la fibrillation atriale, sa progression, les récurrences et les symptômes. Et en classe 2A, que le traitement de l'apnée du sommeil devrait aider à réduire les accès de fibrillation atriale et va améliorer les traitements de la fibrillation atriale. Donc, pourquoi screener sur l'apnée du sommeil? C'est très important. Et on voit ici dans une autre étude qui est beaucoup plus récente, cette fois-ci en 2019, avec les pacemakers de marque Microport, qu'on constate chez des patients qui ont un pacemaker que lorsqu'ils ont de l'apnée sévère, ils vont avoir une augmentation par 2 de l'incidence de la fibrillation atriale. Donc, c'est très important de prendre en compte cette association. Alors, l'intérêt, bien sûr, c'est que le fait de dépister les patients, ça va avoir une influence sur l'efficacité des traitements. Aujourd'hui, le traitement le plus efficace de la fibrillation atriale,
c'est l'ablation de la fibrillation atriale, l'isolation des veines pulmonaires. Et dans cette étude, qui date déjà d'une dizaine d'années, on constatait que lorsque on avait fait simplement une isolation des veines pulmonaires, on avait des résultats qui étaient corrects, mais on voyait que les résultats étaient améliorés lorsqu'on associait le traitement de la fibrillation atriale par le traitement de l'apnée du sommeil. C'était une notion qu'on connaissait déjà depuis un petit moment, puisqu'en 2003, lorsqu'il n'y avait que le choc électrique comme thérapeutique, on voyait les taux de récidive qui étaient jusqu'à 82% dans le groupe qui n'avait pas de traitement de l'apnée du sommeil, et ils étaient réduits significativement à 42% lorsque l'apnée du sommeil était traitée. Plus récemment, en 2013, on va voir quel est l'impact de chaque traitement concernant les résultats de la fibrillation atriale. Ici, on a 4 groupes. On a le premier groupe qui a une isolation des veines pulmonaires, qui a de l'apnée du sommeil et qui n'a pas de traitement de l'apnée du sommeil. Et on voit que les résultats sont plutôt médiocres, autour des 40 à 50% de succès. Si on fait l'inverse, on traite l'apnée du sommeil, mais on ne fait pas d'isolation des veines pulmonaires. Ça, c'est le groupe qui est en gris. Pas d'isolation des veines pulmonaires, une apnée du sommeil présente et un traitement. Mais on voit qu'on a les mêmes résultats qui sont aussi médiocres. En revanche, on voit que lorsque on isole les veines pulmonaires et qu'on traite aussi l'apnée du sommeil, on va avoir de meilleurs résultats. Et ces résultats vont être identiques à une population de patients qui va avoir une isolation des veines pulmonaires, mais qui n'ont pas d'antécédent d'apnée du sommeil. Donc, on va, en corrigeant les deux facteurs, on va obtenir les mêmes résultats que chez les patients qui n'ont pas d'apnée du sommeil. Alors, comment dépister la fibrillation, enfin l'apnée du sommeil? Je ne vais pas trop détailler parce que, bien sûr, ça va être le topo d'un de mes collègues plus tard, mais il y a bien sûr la polysomnographie, mais il existe tout un tas d'outils qui se développent, du pacemaker jusqu'à différentes applications, et qui permettent effectivement de faire ces diagnostics. Alors, pour conclure, il faut dépister l'apnée du sommeil chez les patients qui font de la fibrillation atriale, parce que d'une part, on a bien démontré que la prévalence de l'apnée du sommeil était plus élevée chez les patients qui font de la fibrillation atriale. Il y a une question qu'on n'aborde pas toujours, qui est le risque d'accident vasculaire cérébral. On sait très bien que les patients qui font de la fibrillation atriale ont une augmentation du risque, qui est évalué par le score SHATS-VASc. On sait aussi que chez les patients qui font de l'apnée du sommeil, il y a un risque d'accident vasculaire cérébral qui est augmenté aussi. Mais c'est vrai que souvent, l'association des deux, on peut imaginer que c'est quelque chose qui n'est pas bon. Et c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Il y a aussi la prévention des AVC dans les prises en charge de l'AFA et de l'apnée du sommeil. On sait bien sûr, comme je vous l'ai montré, que le traitement médical répond mieux chez un patient qui a une apnée du sommeil traitée, et l'ablation aussi a des meilleurs résultats lorsque l'apnée du sommeil est traitée. Et que l'objectif, en fait, c'est de casser cette boucle que l'on voit ici, où la fibrillation atriale et l'apnée du sommeil sont liées. Et lorsqu'on va traiter efficacement les deux paramètres, on va améliorer les symptômes des patients concernant la fibrillation atriale et l'apnée du sommeil. Je vous remercie. Bonjour, je suis docteur Benoît Lequeux. Donc, je vais vous parler des nouveaux outils du diagnostic de l'apnée du sommeil par le cardiologue. Les conflits d'intérêts. Alors, comme vous l'avez vu à la précédente présentation, en fait, l'apnée du sommeil est extrêmement fréquente en fait dans les arythmies, comme vous voyez sur le diagramme à gauche, entre 20 et 50% de prévalence. Et en fait, quand on regarde les recommandations 2020 de l'ESC, on demande en fait de dépister l'apnée du sommeil, mais finalement, les outils à utiliser pour le dépistage et le diagnostic sont finalement non donnés. Et donc, on est assez libre de faire ce qu'on veut finalement pour faire le dépistage de cette apnée et puis le diagnostic derrière. Donc, on a différents niveaux de device qu'on peut utiliser pour faire le dépistage et diagnostic. Et vous voyez que tout en bas, pour le screening, on peut utiliser des outils simples
avec peu de capteurs, on en parlera après. Et quand on veut faire du diagnostic et du suivi de traitement, là, on doit passer sur des niveaux de catégorie beaucoup plus élevés, avec différents capteurs, et notamment l'utilisation de capteurs nasaux, de ceinture, d'électrocardiogramme, et qui vont jusque dans les catégories 1 sur des enregistrements en centre du sommeil. Donc pour le cardiologue, en fait, le centre d'apnée du sommeil, on peut le dépister par deux techniques, soit par des dispositifs implantables, et on va parler de ça en premier, qu'on peut avoir dans les pacemakers ou dans les défibrillateurs. Et on a également des dispositifs non implantables, automatisés automatiquement, puisqu'on dort la nuit. Et donc là, on peut avoir accès à des dispositifs médicaux, mais également, je vous parlerai de dispositifs grand public. Alors pour commencer, les dispositifs implantables, alors, différents constructeurs proposent des techniques différentes pour dépister l'apnée du sommeil. Je vais vous parler de celui de Microport, donc le RDI. Donc, comment ça fonctionne? En fait, la nuit, on a des troubles donc, respiratoires nocturnes qui vont être détectés par des variations d'amplitude de la respiration par ventilation minute. Et ça, grâce à l'impédance thoracique. Donc, vous voyez qu'en fait, au niveau des sondes, entre le pacemaker et le bout des sondes, on peut enregistrer cette différence d'impédance qui vont donner en fait des variations, comme on le voit ici, en ventilation minute. Et ces enregistrements vont donner donc des amplitudes différentes à des fréquences d'échantillonnage différents. Et ce qui va définir en fait les respirations que vous avez pendant la nuit, qui sont très, très bien identifiées et qui ont été validés en fait dans une étude avec donc le Microport, dont je parlerai juste après. Et vous voyez que là, on a un enregistrement assez éloquent entre versus la polysomnographie. Vous voyez sur le profil A, tout en haut, vous avez votre flux nasal avec une belle apnée, et juste en dessous, vous avez donc l'enregistrement qui a été donné par l'impédance donc transthoracique, et vous voyez qu'on voit très bien l'absence de ventilation à ce moment-là. Et juste en dessous, vous avez donc un flux enregistré d'une hypopnée. Donc on voit surtout sur la deuxième partie, sur le deuxième cadran en rouge, vous voyez qu'il y a un flux qui persiste. Et quand on regarde au niveau transthoracique ce qui est enregistré par le pacemaker, on voit toujours, donc il y a une diminution de l'amplitude, mais toujours cette ventilation. Donc ce système RDI a été validé par une étude DREAM, donc qui permet en fait de fixer par la ROC curve un niveau de sensibilité de spécificité qui est intéressant en RDI à partir de 20. Vous voyez que quand on est sur un RDI à 20 par heure, on est assez spécifique et assez sensible comparé à une polysomnographie pour un index qui est à 30 événements par heure. Donc finalement, ce qu'il faut retenir, c'est que le RDI, quand il est au-dessus de 20 sur des nuits répétées, vous avez une sensibilité de spécificité qui est assez importante de trouver un centre d'apnée du sommeil sévère, donc avec un index, un IH supérieur à 30. Alors, est-ce que ça consomme de l'énergie, ce système? Vous voyez que finalement, quand il est activé, là, vous voyez tout en bas, le coût en fait de cette activation, c'est 2%. C'est-à-dire que vous allez perdre en gros 3 mois de durée de vie du pacemaker pour un pacemaker qui est donné pour 10 ans. Moi, ce que je conseille, c'est si votre patient, vous voulez diagnostiquer, c'est d'activer cette fonctionnalité qui se retrouve en fait sur les programmateurs, vous voyez tout en haut, en bas à gauche, donc avec un capteur d'apnée de suivi qui est activé. Une fois que le diagnostic est fait, le traitement est fait, il y a assez peu d'intérêt dans le suivi du patient puisque ce patient sera suivi par d'autres techniques. Et donc, moi, concrètement, je ne l'active pas après quand le patient est appareillé. Voilà, donc c'est un très bon système que vous pouvez utiliser dans les pacemakers et les défibrillateurs avec un asservissement activé. Ensuite, vous avez d'autres systèmes qui sont des systèmes donc automatisés externes et notamment le SpiderSAS. Donc le SpiderSAS, c'est en fait finalement un polygraphe couplé à un Holter ECG. Et vous avez donc un enregistrement d'une polygraphie classique. Donc, vous voyez sur l'écran en haut les tracés donc d'un tracé de Holter que vous avez au milieu, et en bas donc vous avez la saturation en rose, et en dessous un capteur nasal et les sangles juste en bas. Donc vous avez finalement un polygraphe et qui va être couplé
à des données Holter. Et les données Holter sont intéressantes. Et rien que les données Holter sont intéressantes, notamment sur la variété sinusale, parce que vous avez des papiers récents. Vous voyez ce papier, par exemple, en 2019, qui montre finalement que les gens qui ont un apnée du sommeil ont une altération des paramètres de variété sinusale avec un SDNN plus bas et un PNN50 qui est plus bas. Donc, c'est intéressant, déjà rien sans faire de polygraphie et rien qu'en regardant votre Holter, vous allez avoir finalement des données intéressantes sur la variété sinusale et également sur l'analyse spectrale quand vous regardez le système nerveux autonome avec une altération justement du système nerveux autonome chez les gens qui font de l'apnée du sommeil. Et donc ça se retrouve tout simplement sur le Holter quand on fait de l'analyse en fait du domaine temporel. Donc vous avez vos valeurs globales donc qui sont altérées, mais ce qui est intéressant et notamment avec le Spider-SAS, c'est de coupler les zones d'apnée, puisque votre patient, le cycle du sommeil, le patient va avoir des cycles où l'apnée va être plus importante, et ça vous pouvez le repérer par la polygraphie, et vous pouvez faire de l'analyse donc spécifique, et vous voyez que en fonction des horaires, vous pouvez caler sur l'horaire où le patient fait plus d'apnée pour voir s'il y a une variété plus importante sinusale. Donc ça, c'est pour les domaines temporels. Et comme je vous l'ai dit, vous pouvez faire aussi de l'analyse en fait globale spectrale pour tout ce qui est système nerveux autonome, que ça soit global ou périodique. Donc, c'est un très bon système de diagnostic avec un couplage électrocardiogramme. Alors, je vais vous parler un petit peu des outils modernes. C'est très à la mode actuellement, et notamment l'Apple Watch. Alors, vous savez que l'Apple Watch a été validé récemment sur une étude du JACC en 2018 pour le dépistage de la fibrillation auriculaire. Donc, vous voyez que quand on regarde tout en bas à droite de cette étude, il y a une sensibilité de 100% et une spécificité de 80%. Et donc, sur les dernières recommandations de la prise en charge de la fibrillation auriculaire, on demande, ou en tout cas, on essaie de trouver des outils de masse qui permettent de dépister la fibrillation auriculaire. Et l'Apple Watch semble un très bon outil pour dépister. Vous en avez d'autres, mais visiblement, l'Apple Watch est un très bon système. Donc ça, c'est pour la partie dépistage de la fibrillation auriculaire. Et en fait, on peut se poser la question, est-ce qu'on pourrait se servir de ce système pour dépister finalement l'apnée du sommeil? Et vous avez une étude assez récente qui a été publiée finalement, non pas sur l'électrocardiogramme, mais finalement sur l'analyse en fait des variabilités du cycle des QRS, donc directement des variations. On analyse la variété sinusale et vous voyez que sur cette étude qui a porté sur plus de 6000 patients porteurs de l'Apple Watch avec l'application cardiogramme, on a une très bonne sensibilité et spécificité, vous voyez, pour un IAH supérieur à 30. Donc, ces outils nouveaux vont permettre justement dépister simplement. Alors là, on est sur du dépistage, on n'est pas sur du diagnostic. Voilà, donc en conclusion, vous voyez que le syndrome d'apnée du sommeil est très fréquent dans la fibrillation auriculaire. Le dépistage, finalement, est assez simple, soit par des outils embarqués comme le RDI ou non embarqués avec des outils modernes comme l'Apple Watch. Mais dès que vous voulez faire du diagnostic, vous êtes obligé de passer sur des niveaux de catégorie supérieurs. Et là, vous pouvez utiliser des outils comme le Spider-SAS. Voilà, merci. Bonjour à tous, je suis Jean-Marc Sellal et je suis très heureux de pouvoir vous faire cette présentation sur les nouveautés dans le traitement interventionnel de la fibrillation atriale. Comme on le sait depuis les années 90 et les travaux des équipes bordelaises, le traitement le plus efficace pour la fibrillation atriale est l'ablation. Cela consiste à isoler les veines pulmonaires sur le plan électrique. Pour ce faire, nous devons réaliser des lésions linéaires entre les veines pulmonaires et le corps de l'oreillette gauche. Créer ces lésions pulmonaires signifie appliquer une énergie. À ce jour, à notre disposition, nous avons deux types d'énergie. D'une part, le froid, qui nous permet de faire des cryoablations, et d'autre part, le chaud, soit la technique historique, la technique de référence, la technique de radiofréquence, soit l'énergie qui nous intéresse aujourd'hui, l'énergie laser. Demain, nous aurons peut-être à notre disposition les ultrasons, et plus prochainement, nous aurons l'électroporation. Concernant la radiofréquence, pour créer une lésion, on utilise les principes suivants. Il s'agit d'une onde électromagnétique qui va être diffusée entre l'extrémité distale du cathéter et le patch qui est collé sur la peau du patient. Le tissu qui est traversé va présenter une résistance au passage de cette onde électromagnétique. Et c'est cet effet résistif qui va créer la chaleur. Cette chaleur va créer la lésion et à partir de ce point chaud, la chaleur va s'étendre et donc la lésion va s'étendre. On va obtenir une lésion qui sera
centrée au niveau de l'endothélium, sur la surface du myocarde, et ensuite elle va diffuser vers la profondeur. À l'inverse, l'énergie laser utilise un faisceau, une énergie lumineuse. Il s'agit pour l'énergie laser d'une énergie lumineuse qui va être amplifiée. Si l'on choisit initialement un rayon qui est dans la lumière visible, on obtiendra un faisceau laser visible. Le laser qui est utilisé pour le cœur, il s'agit d'une lumière invisible parce que dans les infrarouges, mais cela reste néanmoins une lumière. La lumière, lorsqu'elle va rencontrer le tissu, va être à la fois absorbée et va pouvoir pénétrer le tissu en fonction de sa longueur d'onde. La longueur d'onde la plus adaptée aux lésions dans l'endocarde, il s'agit d'une longueur d'onde de 980 nanomètres. Avec cette longueur d'onde, on va donc avoir un compromis entre l'absorption et la pénétration. Lorsque le rayon laser va être appliqué sur le myocarde, il va pénétrer les premières couches. Il sera ensuite absorbé en profondeur du myocarde. C'est à partir de ce myocarde intramural que le point chaud va exister, et ensuite la lésion, la chaleur vont s'étendre à partir de ce point chaud, là encore par effet conductif. On va donc avoir un processus différent qui va se traduire de manière différente sur le plan histologique et anatomopathologique. Vous voyez ici une oreillette gauche de chien qui a été ablatée par radiofréquence. On constate des hématomes intramuraux et du thrombus endocardial du fait de la chaleur très importante qui a été délivrée. Sur le plan anapathe, on voit également qu'il y a une limitation assez floue entre la zone lésée et la zone saine, avec des zones erratiques en bordure, et on constate également un thrombus au niveau de l'endocarde. En cryoablation, on va obtenir des lésions très différentes, avec une limitation très nette entre le tissu sain et le tissu ablaté, avec une relative préservation de l'endocarde. On va obtenir des choses relativement similaires avec les lésions par laser. Vous avez ici un exemple d'oreillette de mouton qui a été ablatée avec isolation des veines pulmonaires, et ensuite on a retourné un peu comme un gant cette oreillette, et vous constatez une délimitation très nette entre les zones lésées et la zone saine avec une bordure très nette. On le voit également à droite avec une lésion qui est dense et homogène et qui est très différente du tissu adjacent. Des travaux humains existent également avec cette série de patients chez qui on a réalisé une IRM myocardique à distance de leur isolation des veines pulmonaires, des IRM avec séquence de rétention tardive afin d'avoir une image de la fibrose. Et on constate que tous ces patients ont eu exclusivement une isolation des veines pulmonaires, mais à droite, avec la radiofréquence, on constate une extension de la fibrose au-delà des veines pulmonaires, tandis qu'avec le rayon laser, les zones de fibrose sont exclusivement là où le tissu a été lésé, là où l'énergie a été délivrée. Une étude permet de comparer la radiofréquence et l'énergie laser pour isoler les veines pulmonaires dans des fibrillations atriales paroxystiques. Une étude prospective multicentrique, laser versus radiofréquence. D'abord, sur les critères de sécurité, on ne constate pas de différence significative entre les deux techniques, simplement des petites variations. On constate qu'il y a davantage de lésions phréniques avec le ballon laser. Ces lésions sont transitoires, mais nécessitent toutefois de monitorer le phrénique durant l'ablation. À l'inverse, on observe des sténoses de veines pulmonaires exclusivement avec la radiofréquence, aucune en laser. En termes d'efficacité, on voit ici en bleu les 15 premières procédures et en rouge les procédures suivantes. En gris, ce sont les procédures par radiofréquence. On voit que sur le critère d'efficacité, qui est l'absence de récidive de FA à 1 an, il n'y a pas de différence significative en fonction de la technique utilisée. On voit que la sécurité est satisfaisante également et que le temps de procédure et le temps de fluoroscopie diminuent avec l'expérience. Ici, un exemple de l'utilisation pratique du ballon laser. Vous avez ici un ballon qui est en train de se gonfler dans la veine pulmonaire supérieure gauche. Il s'est gonflé, on voit qu'il n'y a plus de stries, le ballon est bien gonflé. Donc, ce que vous avez au centre, le noir, c'est la lumière de la veine, avec le sang qui est bloqué à l'intérieur de cette veine pulmonaire supérieure gauche. On devine en dessous la veine pulmonaire inférieure gauche. Et donc, vous avez sur votre droite le ridge qui sépare les veines de l'auricule. La lumière verte va nous permettre de localiser là où on va délivrer l'énergie laser. Donc là, c'est satisfaisant, on a un bon contact tissulaire, on commence à appuyer sur la pédale, vous voyez que le chronomètre débute. Et donc, l'énergie laser commence à être délivrée pour obtenir cette lésion et cette isolation de veine. Il y a à l'intérieur du ballon un moteur qui permet d'avancer de 2 degrés par seconde. Il va donc vous falloir 180 secondes pour réaliser tout le tour de la veine, une isolation circonférentielle de cette veine pulmonaire supérieure gauche. Et vous procéderez ensuite
de la même manière l'isolation des 3 autres veines pulmonaires. En conclusion, le ballon laser est un outil qui est efficace pour obtenir une isolation des veines pulmonaires et cela permet surtout de limiter ces lésions à l'endroit où vous allez brûler. L'objectif est donc de préserver le myocarde atrial. En revanche, cet outil, s'il est très approprié pour isoler les veines, n'est pas du tout approprié pour réaliser des lésions linéaires. Et si vous souhaitez, par exemple, réaliser une ablation de flotteur, eh bien, il faudra à ce moment-là utiliser un cathéter de radiofréquence. Je n'en ai pas parlé, mais il s'agit d'un ballon compliant, et cela va avoir une importance forte, en particulier pour les patients qui ont des variantes anatomiques, et en particulier les patients qui présentent un tronc commun pour les veines gauches. Eh bien voilà, je vous remercie de votre attention.